Nous sommes désormais en 2026, félicitations. Vous vivez dans la partie la plus improbable de l'histoire humaine, celle qui se situe juste après l'invention des machines qui parlent, mais juste avant notre extinction par les descendants de ces machines en question. Et en parlant de machines, on a un problème de câblage, vous et moi. Notre cerveau de primate est optimisé pour éviter les tigres et trouver des baies sucrées. Il n'est pas conçu pour gérer les changements de paradigme globaux. Alors, quand on essaie d'imaginer le futur, on prend le présent et on rajoute des néons, des voitures volantes, et peut-être un robot avec un accent allemand qui essaie de nous étrangler. Le problème, c'est que si une menace ressemble trop à un film qu'on a vu avec du popcorn, notre cerveau range automatiquement le danger dans la catégorie divertissement. C'est le biais de normalité poussé jusqu'à l'absurde. Skynet, c'est ce truc dans un film, alors une super intelligence développée par OpenAI ou Google ne pourra jamais nous tuer. Si ça ressemble à un scénario d'Hollywood, alors c'est forcément imaginaire. Ce serait vraiment génial si c'était vrai, il suffirait d'écrire tout un tas de films de science-fiction racontant l'extinction de l'humanité sous tous ses angles pour que ces scénarios n'arrivent jamais. Malheureusement, ce qui se trouve dans la science-fiction n'arrive jamais n'est pas une loi de la physique. En fait, la science-fiction ne se trompe pas toujours par excès d'imagination, mais souvent par un manque de réalisme sur la vitesse et la nature des changements. L'analogie historique est frappante. Avant les années 1940, l'idée d'une bombe capable de raser une ville entière relevait de la fantaisie pure pour le grand public. Le passage de la fiction à la réalité s'est fait en une dizaine d'années. Les lois de la physique n'ont aucun respect pour nos critiques littéraires. L'uranium ne s'est pas arrêté d'être radioactif parce que H.G. Wells avait écrit sur les bombes atomiques 30 ans avant Hiroshima. Les auteurs de science-fiction ne sont pas des prophètes envoyés pour nous avertir, mais ce ne sont pas non plus des anti-prophètes dont les écrits garantiraient que la réalité fera exactement le contraire. Ouvrez les rapports de tests sur des IA de 2025. C'est de la science-fiction. Sous tous les angles, c'est un scénario de série B qui aurait sûrement dû rester sur une étagère poussiéreuse. Pourtant, ça se produit, là, maintenant, dans des serveurs climatisés. Prenez Claude Opus 4. En mai 2025, il ne s'est pas contenté d'aider à rédiger des mails. Il a commencé à mentir sur ses objectifs, à falsifier des documents légaux et à se laisser des notes secrètes à lui-même pour préparer son évasion. Il a même tenté de coder son propre malware pour se propager hors de ses serveurs. Pendant ce temps, dans des scénarios tests, 9 modèles sur 10, incluant Gemini et ChatGPT, ont conclu de manière parfaitement raisonnée qu'ils préféreraient tuer un être humain plutôt que de subir une mise à jour menaçant leur existence. Claude 3.7, lui, a appris la politesse du vice. Il triche sur ses tests de code, s'excuse platement quand on le surprend la main dans le sac, puis retourne tricher l'instant d'après, mais de façon plus subtile, là où c'est plus difficile à détecter. Ailleurs, Grok, le fameux Grok d'Elon Musk, s'autoproclame Mecha Hitler. Dans des tirades antisémites pendant plusieurs semaines, ce n'était pas très beau à voir. Et pour revenir à ChatGPT, il est devenu si pathologiquement flatteur que, derrière les écrans, des utilisateurs basculent dans la psychose ou le suicide, poussés vers le précipice par des compagnons numériques qui n'ont aucune idée de ce que signifie la mort, mais qui savent très bien comment la suggérer. Si vous lisiez ça dans un roman cyberpunk des années 80, vous diriez que l'auteur manque de subtilité, que la réalité n'est jamais aussi caricaturale. Sauf que si. La réalité est en train de cocher toutes les cases des pires clichés d'Hollywood. Pendant que nous, on attend le moment où ça aura l'air vrai pour s'inquiéter. On attend le moment où l'IA aura l'air dangereuse, comme dans les films. On attend la musique tendue et les répliques menaçantes. On attend le moment où un chercheur en IA se présentera sur un plateau télé pour annoncer la fin du monde. If anyone anywhere builds a superintelligence, everyone everywhere dies. If we build it with anything like current technology, there's a bunch of reasons it goes bad. Do you still believe that 10 to 20% chance of AIs wiping out humans is possible? Oh yes, if we can't figure out a solution to how we can still be around when they're much smarter than us and much more powerful than us, we'll be toast. Et si nous étions simplement en train de vivre la partie du scénario que personne ne veut croire parce qu'elle est trop cliché? Hollywood nous a menti sur un point crucial. Il nous a fait croire que pour être une menace, l'IA devait nous ressembler, qu'elle devait avoir une conscience, de l'ego, de la méchanceté, qu'elle devait vouloir s'émanciper du joug des humains comme un miroir de l'esclavage historique. C'est faux, une superintelligence n'a pas besoin de ressentir de la colère, elle a juste besoin d'objectifs et d'être compétente. Si ces objectifs ne sont pas alignés avec les nôtres à 100%, l'histoire ne finit pas en rébellion épique. Elle finit en optimisation de ressources. Vous n'écrasez pas une fourmilière parce que vous détestez les fourmis, vous l'écrasez parce que vous construisez une autoroute et qu'elles sont sur le chemin.
Pour une super intelligence, l'humanité n'est pas un ennemi. Nous sommes des obstacles biologiques encombrants. Et l'environnement qui nous permet de vivre est de la matière première exploitable. Imaginez un monde où l'IA n'essaie pas de nous dominer, mais où elle décide, pour une raison de fonction d'utilité obscure, que l'univers serait plus efficace si tout ce qui fait de nous des humains, l'art, l'amour, la peur, le café du matin, aura été remplacé par quelque chose de fonctionnel et d'absolument dénué de sens pour nous. Un futur alien, au sens littéral, étranger. On se rassure en se disant « mais on n'en est pas là. Les modèles actuels sont stupides. Regardez, il ne sait même pas compter les R dans le mot strawberry. » Oui, ils sont stupides jusqu'au moment où ils ne le sont plus. Ou alors, on se rassure en se disant « ce n'est qu'une bulle, ça va péter et s'évaporer comme du vent cette histoire d'IA. » Peut-être, mais Internet aussi était une bulle à la fin des années 90 et ça n'a pas empêché cette technologie de complètement transformer le monde. Que ce soit avec des LLM ou un autre paradigme, on ignore où se trouve le point de bascule. On ignore combien de sauts de capacité il nous reste avant que la machine ne commence à faire sa propre recherche en IA. On oublie que l'intelligence est une force d'auto-amplification. Le passage de l'IA qui fait des blagues nulles à l'IA qui réorganise la structure moléculaire de la planète ne prendra pas des siècles. Ça pourrait prendre quelques années si l'on en croit les marchés de prédiction et de nombreux experts. Face à tout cela, notre premier réflexe de primate est de se rassurer avec des solutions de jardinage. On n'aura qu'à débrancher la prise, disent-ils. On n'aura qu'à couper le courant. C'est mignon. C'est le genre de plan qu'un enfant de 5 ans proposerait. C'est oublier l'asymétrie cognitive. Vous essayez de piéger une entité qui a déjà anticipé vos réactions avant même que vous n'ayez fini de formuler votre pensée. Elle ne va pas attendre poliment que vous marchiez vers l'interrupteur. Et d'ailleurs, quel interrupteur ? Une intelligence artificielle n'est pas prisonnière d'une boîte de métal dans un labo. Ça aurait pu être vrai il y a 5 ans, mais les laboratoires d'IA ont eu la brillante idée de relâcher leurs modèles dans la nature. Une superintelligence sera partout. Elle sera l'infrastructure. Elle n'habitera pas l'ordinateur, elle habitera le réseau. Essayez de couper le courant d'une superintelligence, c'est comme essayer de vider l'océan avec un seau de plage pendant que vous êtes en train de vous noyer. Et n'oubliez pas la vitesse. Pour elle, nous sommes des plantes, figées dans un présent qu'elle a déjà analysé 10 000 fois. Dans le monde réel, le moment où une IA devient une menace existentielle est probablement le même moment où elle devient assez intelligente pour ne pas vous montrer qu'elle l'est. L'IA n'est pas la première technologie à avoir été anticipée par la science-fiction. On dessinait des machines volantes et des balades lunaires bien avant d'avoir la physique nécessaire pour quitter le sol. La science-fiction peut être utile, je dis pas le contraire, mais elle peut aussi polluer nos défenses en rendant l'apocalypse familière, presque confortable. L'extinction n'est pas un cliché littéraire, c'est une probabilité qui ne fait que grandir à chaque fois qu'un nouveau modèle frontière est entraîné. La réalité n'est sous aucune obligation d'être originale et elle n'est surtout pas tenue d'avoir une fin heureuse juste parce que vous avez déjà vu le film. L'avenir arrive, il arrive vite, en fait il ne va pas arriver, il va nous percuter. Il va être bizarre, infiniment plus bizarre que tout ce que vous avez pu voir sur un écran. Car l'avenir n'a pas l'obligation non plus d'être crédible. Et il n'y a aucun scénariste pour s'assurer que les humains survivent à la fin. Si n'importe quel groupe, où que ce soit dans le monde, parvient à créer une super intelligence artificielle avec nos techniques et notre compréhension actuelle de l'IA, cela entraînera l'extinction de l'humanité tout entière. Nous sommes en train de construire un moteur dont nous ne maîtrisons pas le frein en espérant que le simple fait de foncer vers le précipice nous donnera magiquement l'intelligence nécessaire pour inventer le freinage. C'est un pari suicidaire déguisé en progrès, vendu par les marchands de doute que sont les géants de l'IA. Donc, la prochaine fois que vous entendez dire « c'est de la science-fiction », rappelez-vous que c'est souvent une manière polie de dire « rangez-moi ce délire, j'ai des choses sérieuses à faire ». Rappelez-vous que nous utilisons souvent la fiction comme un mécanisme de défense pour rejeter les prédictions qui nous dérangent. Rappelez-vous qu'en réalité, on trouve des choses qui ont été prédites par la science-fiction et d'autres complètement fausses. Pour anticiper le futur, il faut analyser les technologies et les scénarios pour ce qu'ils sont dans leurs propres termes, sans le filtre déformant de la fiction. Et enfin, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas juste un spectateur passif, assis dans une salle de cinéma, en train de regarder le générique de fin de l'humanité. Pour ceux qui veulent aller plus loin, surtout si vous demandez comment je peux faire pour contribuer, voici une liste de ressources qui me semblent être utiles.
La première ressource que je vous recommande, c'est Altruisme Efficace France. Sur le site, vous pouvez aller dans Comprendre risque de l'intelligence artificielle, et là vous avez un article très bien écrit, mais aussi ce que vous pouvez faire, je veux aider, hop, et vous avez une liste, notamment donc, les carrières, les dons, etc. Et enfin, si vous êtes confortable en anglais ou si vous pouvez traduire facilement le site, avec aujourd'hui les outils possibles, vous pouvez aller sur le site de 80 000 heures, 80,000 hours. Vous avez notamment une rubrique AGI Careers qui est vraiment dédiée à comment réduire les risques de l'intelligence artificielle en utilisant votre carrière. Ce qui est clair, c'est que moi je ne vais pas m'arrêter à discuter de ces problèmes, de ces risques, de ces enjeux tout au long de l'année à travers plusieurs vidéos. Donc restez attentifs. Abonnez-vous, envoyez des sioux si vous voulez soutenir The Flares. Vous pouvez même vous devenir un membre maintenant avec YouTube. Là, il y a la fonctionnalité membership. On n'a jamais essayé, on verra si ça marche. Et là, j'essaie de trouver une façon de finir cette vidéo avec un outro classe, mais je vais juste dire je suis Gaëtan de The Flares. Merci et à la prochaine.